Oral questions, questions orales. The Honourable Leader of the Opposition. After the Prime Minister broke his promise to Le premier ministre a rompu sa promesse. Il a dit qu'il allait remporter une victoire avec un accord avec les Américains d'ici le 21 juillet. Mais les pertes d'emplois se multiplient et par le Cap, par exemple, va mettre à pied potentiellement 300 travailleurs en Ontario. Il y a aussi 800 autres travailleurs qui perdent leur emploi chez Imperial Oil. TransCanada et Enbridge construisent davantage aux États-Unis que chez nous, et étant donné que leur siège social est au sud. Et tout cela après que le premier ministre avait promis de construire, construire et encore construire. Mais s'il ne fait pas son travail, ce sont les Canadiens qui perdent le leur. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous sympathisons avec les familles des travailleurs de Imperial Oil. Il y a des rencontres entre la haute direction de Cap Paper et le ministre, mais nous défendons Algoma Steel. Il y a 400 millions de dollars qui sont offerts tant par le gouvernement fédéral que par le gouvernement provincial pour avoir un Canada plus fort. L'honorable chef de l'opposition. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a de plus en plus de chômage et nous sommes deuxième en termes de chômage parmi les pays du G7. C'est le résultat de dépenses et d'impositions hors de contrôle du gouvernement et ce sont les Canadiens qui doivent payer le prix. Le directeur parlementaire du budget prévoit un déficit encore plus élevé. C'est alarmant, choquant, insoutenable et si rien ne change, alors nous allons devoir en payer le prix et nous sommes au bord du précipice. Alors pourquoi ne pas changer la donne? Parce que nous sommes au bord du précipice. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle une relation de cause à effet. Ce qui échappe au chef de l'opposition, c'est le fait qu'il y a des tarifs sur le bois d'œuvre, sur l'acier, sur le secteur automobile. Voilà un facteur important. Voilà pourquoi nous dépensons moins et que nous allons investir davantage. Et moi, je crois dans ce pays. L'honorable chef de l'opposition. Dépenser moins, mais des dépenses déficitaires sont près de 100 depuis que le premier ministre est entré au pouvoir. Et pour ce qui est des investissements, eh bien, il y a moins d'investissements. Il y a 50 milliards de dollars d'investissements nets qui sont disparus depuis qu'il est entré au pouvoir. Et pourtant, il fait les mêmes promesses que les libéraux nous présentent depuis une décennie. Ils disent que leurs interventions vont mener à davantage d'investissements, mais il y a une baisse de 10 des investissements et c'est le pire bilan parmi les pays du G7. En fait, il y a davantage d'endettement sous ce gouvernement et les investissements sont en recul. Alors, pourquoi est-ce qu'on va endetter davantage les Canadiens? Et pourquoi ne pas renverser la vapeur au vu de ces résultats désastreux? L'honorable Premier ministre. Bon, il est temps de donner une leçon en matière de finances au chef de l'opposition. Nous avons la meilleure cote de crédit au monde d'après S&P et Moody's. Nous avons le niveau le plus faible d'endettement parmi les pays du G7. Nous avons le meilleur ratio dette PIB parmi les pays du G7. Et de notre côté de la Chambre, nous croyons dans le Canada. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, je sais que parfois les esprits s'échauffent en cette enceinte. Et j'ai dit que le premier ministre était tout aussi irresponsable avec l'argent que Justin Trudeau. Et je sais qu'en fait, en disant ça, c'est injuste envers Justin Trudeau. En fait, le premier ministre a accru le déficit de près de 70 de plus par rapport au bilan de Justin Trudeau. Et maintenant, le directeur parlementaire du budget a dit que le premier ministre nous endette et c'est alarmant, insoutenable et choquant. Et si on ne fait rien, quelque chose va casser. Alors, le premier ministre actuel semble encore plus incompétent du point de vue financier que son prédécesseur. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, bon, je peux imaginer pourquoi les esprits s'échauffent en chambre avec ce type
de discours en Chambre. Notre gouvernement est en train de mener un examen exhaustif. Et nous construisons des unités de logement et nous cherchons des partenaires dans l'intérêt national et nous en sommes à bâtir un Canada plus fort. Joignez-vous à nous. L'honorable chef de l'opposition. Expert économique, c'est le directeur parlementaire du budget. Il dit, et je cite, que les déficits de ce premier ministre sont très alarmants, stupéfiants, choquants, insoutenables. Si vous ne changez pas, c'est fini. Quelque chose va briser. Le Canada n'a pas franchi le précipice, mais il y regarde par-dessus la falaise. Monsieur le Président, chaque dollar que le premier ministre dépense sort des poches des Canadiens. Est-ce qu'il reconnaît finalement que les Canadiens ne peuvent plus payer les factures pour son incompétence? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le Canada a le bilan le plus fort du G7. Le Canada a les taux d'intérêt à long terme presque le plus bas du G7, plus bas que les taux directeurs américains. Il n'y a pas de prime ici, mais il y a d'ambition à ce côté de la maison du Parlement. Il y a une occasion de bâtir Canada fort. The honorable leader of the opposition. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre avait promis aux Canadiens qu'on pourrait juger sa performance par l'expérience vécue à l'épicerie. Eh bien, maintenant, cette expérience est misérable parce qu'il y a des Canadiens qui s'échangent des conseils pour savoir comment ils peuvent acheter des aliments à valeur nutritionnelle faible parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre de payer. Et maintenant, l'inflation alimentaire a doublé par rapport à la cible et c'est 50 plus rapide par rapport aux États-Unis. Et ce, depuis que le premier ministre est entré au pouvoir et promettait le contraire. Alors, va-t-il éliminer les taxes libérales sur les aliments pour que les Canadiens puissent se permettre de se nourrir? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas de TPS sur les épiceries. Okay? There's no GST on groceries. Il n'y a pas de TPS sur l'épicerie. Et deuxièmement, nous avons réduit la taxe sur le carbone. Il n'y a pas de taxe sur le carbone sur l'agriculture et sur les aliments à l'épicerie. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tout ce qui a moins de 50 kilotonnes n'est pas taxé, mais nous voyons ce qui se passe vraiment. Les salaires se sont accrus chaque mois depuis que je suis entrée au pouvoir. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le gouvernement vient de faire intrusion dans une négociation déjà très complexe au sein de Post Canada, tant et si bien que son geste fait figure de pure provocation dans un conflit déjà très compliqué. Ce faisant, il sème l'incertitude dans de très nombreuses familles, et pas seulement celles des travailleuses et des travailleurs. Il sème l'incertitude dans les villages des régions du Québec et, je présume, du Canada. Il sème l'incertitude dans les régions et surtout auprès des aînés. Pour bien comprendre, Monsieur le Président, pour le premier ministre, est-ce que le service postal est un service? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, absolument. Le service postal est un service essentiel. Et il faut avoir une Post Canada viable. À ce moment actuel, la situation est dure. Alors, la Post Canada perd 10 millions de dollars jour après jour. Il faut agir, il faut avoir une restructuration. Merci. Honorable député de Belleuil-Chambly. J'ai l'impression que le déficit que le gouvernement est en train de creuser va être plus important que ça, beaucoup. Mais si c'est un service essentiel, Monsieur le Président, par pure cohérence, pourquoi couper dedans de façon radicale et de telle façon que même les travailleurs l'ont appris en allumant la télévision plutôt qu'en consultant les gens ou en empruntant une vieille politique des conservateurs? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je viens d'arriver ici comme Premier ministre. Ça fait longtemps qu'il
il était nécessaire d'avoir des changements à la Poste Canada parce que c'est un service essentiel à travers le pays. Député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, si les Québécois et les Canadiens avaient voulu des conservateurs, ils auraient voté pour les conservateurs. L'approche fiscale des libéraux est celle des conservateurs. L'approche en termes de climat et de pétrole des libéraux est celle des conservateurs. L'approche qui commence à avoir des airs d'austérité est celle des conservateurs avec un emprunt direct. Est-ce qu'il va renoncer à son projet et convoquer des gens sérieux pour monter une réforme d'un service postal qui, en effet, en aurait besoin? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est la responsabilité de la société, la Poste Canada et les syndicats de trouver une solution entre les deux. Mais dans ce contexte, il faut avoir plus de flexibilité pour la Poste Canada dans une manière consistante avec le rapport de M. Kaplan. The honourable member for Thornhill. La députée de Thornhill. Chaque dollar dépensé par le premier ministre vient des poches des Canadiens. Qu'il s'agisse d'impôts ou d'inflation, tout cela, c'est libéral. Le premier ministre devrait le savoir. Il se dit un grand économiste, mais il va dépenser plus de 60 par rapport à Justin Trudeau. Et d'après l'organisme de surveillance indépendant, c'est alarmant, stupéfiant, choquant et insoutenable. Il a dit que quelque chose va craquer et que nous sommes au bord du précipice financier. Alors, pourquoi est-ce que le premier ministre va nous jeter en bas de ce précipice? Et ce, à toute vitesse. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons dit que nous allions dépenser moins et investir davantage. Et contrairement à ma collègue d'en face, je crois dans le Canada, je crois dans les Canadiens et je crois qu'ici, nous avons le talent nécessaire auprès des leaders de notre siècle. Nous construisons des navires, des avions, des véhicules et nous avons des ressources et nous avons des accords avec tous les autres pays du G7. Alors, au lieu de parler contre le Canada, il devrait plutôt célébrer ses grandes réalisations. The honourable member for Thornhill. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, c'est ce même libéral qui, en 2015, avait promis que les déficits massifs étaient des investissements. Mais c'était un leurre, car les investissements se sont effondrés alors que la dette a atteint des sommets. Au lieu de se remettre de leur frénésie d'entêtement, les libéraux continuent simplement de dépenser plus d'argent et ça nous donne une véritable gueule de bois. Et cela se traduit par des prix plus élevés et l'inflation toujours plus forte. Alors, pourquoi ne pas admettre que ces dépenses irresponsables nous poussent en bas du précipice? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, on a affaire aux mêmes vieux conservateurs, les mêmes vieux slogans recyclés. Elle ne se rappelle pas que nous collectons 42 millions de Canadiens. Elle pourrait s'adresser à ses électeurs parce que la première chose que nous avons fait lorsque nous avons pris le pouvoir, nous nous sommes attaqués au coût de la vie et nous voulions construire des unités de logement pour les Canadiens parce que c'est ce qu'ils nous ont dit de faire. Ils veulent que nous ayons une économie résiliente et c'est ce que nous allons faire. Nous allons avoir l'économie la plus résiliente parmi les pays du G7. La députée de Calgary-Midnapore. Les libéraux nous ont promis en 2015 que les déficits massifs, c'était des investissements. Mais 10 ans plus tard, nous savons que c'était simplement un leurre. En réalité, malgré les efforts constants de stimuler l'économie, mais les investissements au Canada se sont effondrés. 10 ans de promesses libérales rompues et cela se traduit par une baisse des investissements. Nous savons que dans le budget qui s'en vient, il y aura des déficits massifs. Mais est-ce que le premier ministre croit vraiment que les Canadiens croient que refaire la même chose encore et encore va changer le résultat? Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous réoutillons l'économie canadienne en faisant avancer des projets d'intérêt national. Nous allons faire en sorte que le Canada sera l'économie la plus forte parmi les pays du G7. Les projets ne prendront donc que 2 ans pour l'examen et nous allons respecter les normes environnementales et nous collaborerons avec les Autochtones. Nous rendrons le Canada plus fort et ce serait bien s'il nous appuyait dans nos efforts. La députée de Calgary-Midnapore.
Bon, un autre leurre libéral. Le premier ministre avait dit qu'il allait plafonner les dépenses, mais en fait, il va doubler le déficit de Trudeau. Il avait promis de faire du Canada l'économie la plus forte du G7, mais nous avons la croissance, le rendement économique le pire du groupe. Il avait promis de créer des emplois, mais il y a 86 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi depuis que le premier ministre est entré au pouvoir. Alors, pourquoi dit-il aux Canadiens cela? En fait, il devrait avouer que le plan pour faire croître notre économie, c'était simplement un stratagème pour se faire élire. Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, vendredi, j'étais à Vancouver pour célébrer le lancement d'un projet de gaz naturel liquéfié qui sera envoyé chez nos alliés. Il y a 75 000 Canadiens qui ont travaillé sur ce projet. La semaine dernière, nous avons approuvé avec la province de la Colombie-Britannique un projet de gaz naturel liquéfié qui sera tout aussi grand que celui-ci. Nous travaillons à rendre le Canada fort. Le député de Northumberland, Clark. Chaque dollar dépensé par le premier ministre vient des poches des contribuables qui travaillent fort et de leur famille. Justin Trudeau avait dit que les dépenses seraient un investissement, mais en fait, l'endettement s'est accru, les investissements ont décru. Cela a fait en sorte que le Canada a le pire bilan du pays du G7 et le pire taux d'inflation. Et quels que soient les efforts, les résultats sont toujours les mêmes. Il y a toujours plus de dettes et des investissements à la baisse, une inflation à la hausse. Alors, pourquoi est-ce que ce serait différent cette fois-ci? La ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, les taux d'intérêt sont à la baisse. Et si vous regardez de près les salaires, ça croise plus vite que l'inflation. Et pendant cela, le PDG de CIBC a dit que les plus grands investisseurs au monde se concentrent sur le Canada. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en œuvre des grands projets nationaux. Et nous avons une stratégie de défense qui va créer des emplois au pays, ainsi qu'une stratégie industrielle. Et nous espérons que les collègues d'en face vont se joindre à nous pour que les Canadiens puissent en tirer avantage. Monsieur le Président, chaque dollar dépensé par le premier ministre libéral vient directement de la poche des Canadiens qui nous écoutent actuellement. Le directeur parlementaire du budget qualifie d'ailleurs les déficits libéraux de, et je cite, « très inquiétants, stupéfiants, choquants, insoutenables. Si vous ne changez rien, c'est fini. » C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur parlementaire du budget. Monsieur le Président, le premier ministre est-il conscient que ce qu'il fait actuellement, c'est qu'il conduit directement le Canada dans le mur? L'honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. En fait, les économistes ne seraient pas d'accord avec ce que mon collègue dit parce que les intérêts présentement sont en baisse et en plus, si on regarde, les salaires sont en hausse par rapport à l'inflation. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on attire des capitaux de partout à travers le monde. Et notre objectif, c'est de le faire via des projets d'intérêt nationaux comme le port de Contrecœur à Montréal, par exemple, ou encore la fameuse grande ligne ferroviaire dans le nord du Québec qui va relier le tout au port du Saguenay. Donc, Monsieur le Président, on travaille sur des grands projets, on veut construire davantage de maisons et on veut également avoir une stratégie de la défense industrielle. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kewanra. Les qualificatifs employés, c'est pas moi qui les dis, c'est le directeur parlementaire du budget qui le dit lui-même. D'ailleurs, le premier ministre avait promis de plafonner les dépenses libérales. Eh bien, le directeur parlementaire, lui, confirme que c'est encore une fois une autre promesse libérale brisée. Les déficits de Trudeau sont sur le point d'être doublés. Qui l'eût cru? Et c'est pourquoi, encore une fois, le directeur parlementaire du budget dit « quelque chose va casser » et il avertit que nous sommes au bord du précipice. Sérieusement, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre pourrait se lever et reconnaître qu'il conduit malheureusement le Canada, encore une fois, dans de très gros et trop grands déficits? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, le premier ministre conduit justement le pays vers la prospérité. C'est pour ça que Monsieur le Président a dit il faut changer l'approche, il faut dépenser moins, comme ça on peut investir plus, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que le Canada, c'est un grand pays, Monsieur le Président. On a des talents à travers le pays. On est capable de bâtir des autos, des avions, des navires. On a des minéraux critiques, on a de l'énergie en abondance et on est le seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les pays du G7. Monsieur le Président, de l'autre côté de la Chambre, il devrait célébrer le plan du premier ministre parce qu'ensemble, on va faire du Canada le pays le plus fort du G7, Monsieur le Président. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Monsieur le Président, la crise des postes, c'est la faute de ce gouvernement. Il a annoncé sa réforme de Poste Canada sans parler aux travailleurs. Ils l'ont appris dans les médias. Résultat, personne ne reçoit son courrier. Il y a des gens qui ne reçoivent pas leur chèque ou qui doivent se déplacer.
Les entreprises doivent improviser pour livrer leurs colis. Et le Québec a peur que personne ne reçoive son carton pour voter aux élections municipales. Tout ça parce que le ministre a improvisé sans consulter personne. Sérieusement, à quoi d'autre il s'attendait? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à ma collègue pour sa question. Je tiens juste à peut-être remettre certains faits, me remettre un peu les pendules à l'heure. Ça fait quand même 20 mois que le conflit dure. Le syndicat était en grève en novembre 2024 jusqu'en décembre 2024. J'étais loin d'être ministre. Maintenant, quand elle dit qu'on n'a pas consulté, ce qu'on met en œuvre, Monsieur le Président, c'est les recommandations du rapport Kaplan qui s'est penché sur les états financiers de Post Canada, qui a entendu le syndicat, qui a entendu la direction et qui est arrivé avec des recommandations sensées et sensibles pour moderniser l'institution. Et, Monsieur le Président, à 10 millions de pertes par jour chez Post Canada, on ne peut plus se permettre d'attendre pour moderniser une institution essentielle pour le pays. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Monsieur le Président, la crise des postes est causée par le fédéral. Le meilleur exemple, les passeports. Les gens qui attendent des passeports, qui n'arriveront pas à temps, doivent se rendre à un bureau de Service Canada pour l'obtenir en payant des centaines de dollars. Or, Service Canada, ça relève du même ministre que les postes. Clairement, il n'a même pas pensé demander à des solutions pour des citoyens avant de mettre le feu chez Post Canada. Pourquoi? C'est encore les Québécois qui payent pour l'incompétence des libéraux. The Honorable Minister of Jobs and Family. La ministre de l'Emploi. Nous avons un plan pour les citoyens qui doivent avoir leur passeport. Service Canada can quickly support. Il faut appuyer rapidement les personnes qui ont un problème avec leur passeport et nous travaillons 24 heures sur 24 pour aider les Canadiens. For Foothills. Le député de Foothills. Nous savons que le premier ministre trompait les Canadiens lorsqu'il a mis fin à la taxe sur le carbone. Mais j'aimerais citer le docteur Sylvain Charlebois qui a très bien dit en quoi... À l'ordre? That's Je demanderai aux députés de recommencer et en changeant ses propos, peut-être que ce n'était pas intentionnel. C'est probablement non délibéré. Monsieur le Président, nous savons que le premier ministre procède à un stratagème classique des libéraux lorsqu'il a dit qu'il éliminait la taxe sur le carbone. Sylvain Charlebois, un professeur, l'a dit très bien en s'exprimant ainsi. La taxe sur le carbone n'a pas été éliminée, mais la taxe sur le carbone industriel demeure en place et même il y a eu une hausse depuis le 1er avril. La taxe sur le carbone dans la chaîne d'approvisionnement mine la compétitivité du secteur agroalimentaire. Alors, pourquoi mettre en place ce type de stratagème et taxer la nourriture dont dépendent les Canadiens? Le ministre des Ressources naturelles. La tarification industrielle du carbone, c'est une façon responsable d'agir et cela nous donne davantage d'accès à nos partenaires et il y a plus de 50 milliards de dollars d'investissements qui ont été investis dans le captage et stockage du carbone et cela renforce notre position de leader à titre de producteur énergétique à faible émission. Le député de Foothills. Bon, j'aimerais citer les faits. En fait, les prix des aliments se sont accrus de près de 40 % depuis que les libéraux ont été élus il y a 10 ans. Je l'ai vu à l'épicerie le week-end dernier. Le café est en hausse de 25 % et juste un petit peu de viande à sandwich, c'est près de 10 $. Le premier ministre a dit qu'on pouvait le juger d'après le prix des aliments, mais les banques alimentaires du Canada disent qu'il y a près d'un quart de million de Canadiens qui ont de la difficulté à se nourrir et ont recours aux banques. Alors, c'est inacceptable. Il faut mettre fin à cette taxe sur les agriculteurs et sur la nourriture dont dépendent les Canadiens. La ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, les Canadiens savent très bien que nous sommes là pour les soutenir. Et voilà pourquoi ils ont choisi ce gouvernement libéral durant la dernière élection.
Pendant 10 ans, ils ont vu les conservateurs voter contre leurs propres intérêts, qu'il s'agissait de programmes destinés aux enfants, aux aînés, la formation professionnelle, des investissements en agriculture. Ces conservateurs ont voté contre ces mesures. Mais au vu de la question qu'il a posée, j'espère qu'ils ne vont pas voter contre la baisse d'impôts prévue pour 22 millions de Canadiens. Le député de Long Range Mountain. Monsieur le Président, chaque dollar dépensé par ce premier ministre vient des poches des Canadiens et des taxes libérales plus élevées et une inflation plus élevée en résultent. Alors, commençons par les rayons au supermarché. Le premier ministre a promis qu'il serait jugé sur l'expérience des Canadiens dans les supermarchés, mais depuis qu'il est entré en fonction, le prix des denrées alimentaires a augmenté à hauteur de 50 % plus rapidement qu'aux États-Unis. Greta, une veuve de Trout River, une veuve, nous a contactés pour nous dire que les prix ont explosé et qu'elle n'a plus les moyens de se nourrir. Le premier ministre va-t-il enfin cesser de taxer les produits alimentaires pour que le Canadien puisse se nourrir? Le secrétaire d'État aux institutions financières. Le chef conservateur était occupé à récupérer le seul emploi qu'il a jamais occupé. Mais pendant ce temps-là, nous avions réduit le fardeau fiscal de 22 millions de Canadiens. Et ce n'est qu'un début. Nous allons continuer de faire des compressions dans les opérations gouvernementales pour que nous puissions investir dans d'autres projets, dans le logement, dans l'infrastructure et dans la défense. Nous allons créer des dizaines de milliers d'emplois bien rémunérés et j'inviterai les députés d'en face à mettre fin à leur rhétorique et à se joindre à nous. La députée de Long Range Mountains. Monsieur le Président, la vérité, c'est que le premier ministre est en fonction depuis 6 mois et les prix des aliments sont déjà devenus inabordables, encore plus inabordables. Comme par exemple le prix du bœuf a augmenté, les Canadiens ont du mal à se nourrir. Tout cela à cause de la taxe sur l'emballage alimentaire et la taxe industrielle sur le carbone. Les Canadiens jugent le premier ministre comme il s'y attendait et il implore de faire baisser les prix immédiatement. Encore une fois, le premier ministre va-t-il arrêter de taxer les aliments pour que les Canadiens puissent se nourrir? L'honorable secrétaire d'État aux aînés. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous marquons la Journée nationale des aînés. Et je voudrais souligner le fait que notre gouvernement a pris des mesures pour veiller à ce que les aînés au Canada puissent vieillir dans la dignité. Nous allégeons la bureaucratie, construisons des maisons plus rapidement et couvrons désormais les soins dentaires. Plus de 2 millions d'aînés en bénéficient. Nous voulons une économie qui profite à tout le monde. Les conservateurs ont un bilan de faire augmenter l'âge de départ à la retraite. Ils veulent sabrer dans les prestations des aînés. Ils votent contre l'aide à apporter aux aînés. Pendant ce temps-là, nous les aidons. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. Monsieur le Président, le coût de la vie est hors de contrôle et les citoyens sont à bout de souffle. L'inflation alimentaire est aujourd'hui 70 % au-dessus de la cible de la Banque du Canada et les familles paient des centaines de dollars à chaque année pour se nourrir et avoir accès à des aliments de base comme la viande, les fruits, les légumes et le café. Le café a augmenté de 23 % dans les derniers mois et ça menace du même coup une industrie qui supporte des centaines de milliers de travailleurs à travers le pays. Est-ce que le premier ministre réalise que chaque dollar qu'il dépense, sans compter, alimente l'inflation et fait grimper le coût de la vie? L'honorable secrétaire d'État pour les enfants et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes déterminés à faire croître l'économie la plus forte du G7 et à protéger et à renforcer les mesures de soutien qui aident les Canadiens. Des investissements dans les services de garde d'enfants, dans les soins dentaires et l'alimentation scolaire non seulement réduisent les coûts de la vie pour les familles, mais renforcent également le Canada en favorisant la participation des femmes au marché du travail, en garantissant aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et donnant aux familles les moyens de joindre les deux bouts. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Brampton Sud. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la Journée nationale des aînés. C'est l'occasion de reconnaître la contribution des aînés à l'édification de nos collectivités et de notre pays. Pourtant, certains d'entre eux doivent toujours composer avec des retards dans le traitement des demandes de prestations de la Sécurité de la vieillesse et du régime de pension du Canada. Le secrétaire d'État aux aînés peut-elle nous dire quelles mesures sont prises pour accélérer le traitement de ces demandes cruciales? L'honorable secrétaire parlementaire
aux aînés. Secrétaire d'État aux aînés. Merci. D'abord, je saisis l'occasion pour reconnaître la contribution énorme des aînés qui ont bâti notre pays. Nous voulons leur garantir que notre gouvernement travaille fort pour leur apporter les prestations qu'ils méritent. Nous avons simplifié le traitement des demandes, notamment automatiser le traitement. Nous avons un plan d'action pour améliorer et accélérer les services aux aînés. Par exemple, 96% des aînés qui reçoivent le supplément de revenu garanti désormais seront renouvelés automatiquement. Donc ça, c'est la continuité du service. Voilà le travail que nous faisons pour que les aînés obtiennent les ressources qu'ils ont tant travaillé pour obtenir. Le député de Cambridge, Monsieur le Président, la génération à qui nous devons notre prospérité est acculée à la crise. Un rapport nous montre qu'un tiers des aînés couvrent les coûts de base de leurs enfants adultes et ça siphonne leur retraite. Après 10 ans de dépenses de ces libéraux, les coûts augmentent. Chaque dollar que dépense le Premier ministre provient de la poche des aînés et entraîne l'inflation qui ne fera qu'augmenter avec le plan de ce Premier ministre de doubler le déficit. Combien d'aînés vont devoir choisir entre subvenir à leurs besoins ou subvenir aux besoins de leur famille? La secrétaire d'État aux aînés. Monsieur le Président, je suis très heureuse que les conservateurs s'intéressent enfin aux aînés de notre pays. Le nouveau gouvernement a pris des mesures pour aider les aînés. Notre mission, c'est de protéger la dignité et la sécurité de ceux qui ont bâti notre pays et qui ont travaillé fort toute leur vie. C'est pourquoi nous avons pris des mesures pour que les aînés à faible revenu reçoivent le supplément de revenu garanti, une aide vitale qui aide les personnes qui ont très peu de revenus. Alors, nous voulons qu'ils reçoivent chaque dollar auquel ils ont droit parce que aider les aînés, ce n'est pas juste notre politique, mais c'est une promesse que nous tenons. La députée de King Vaughan, après une vie de dur labeur et après avoir élevé leur famille, les aînés méritent de prendre la retraite. Mais avec ce gouvernement, ce rêve leur échappe. Chaque dollar que dépense le Premier ministre provient de la poche des Canadiens. Avec ces impôts et cette inflation plus élevée des libéraux. Un nouveau rapport nous montre que un grand-parent sur 3 soutient financièrement ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et ça gruge dans les économies pour la retraite. Le Premier ministre prévoit de faire doubler le déficit. Donc, de combien ça va augmenter l'inflation, ce projet? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, notre gouvernement a pris des mesures pour donner plus de moyens aux aînés de notre pays. Les conservateurs, avec leur plan, les Canadiens n'auraient pas pu prendre leur retraite avant 67 ans. Donc, il faudrait quand même bien préciser que de ce côté-ci de la Chambre, nous voulons un avenir robuste et stable pour nos aînés. Nous avons des programmes cruciaux qui apportent plus de 1 000 $ par mois aux aînés les plus vulnérables du point de vue financier. Nous voulons qu'ils reçoivent chaque dollar auquel ils ont droit. Notre mission, c'est de protéger la dignité des aînés qui ont bâti notre pays. Honorable député de Markham Unionville. Monsieur le Président, chaque dollar dépensé par le Premier ministre provient de la poche des Canadiens sous forme d'impôts libéraux plus élevés et sous forme d'inflation. Un nouveau rapport nous montre qu'un aîné sur 3 vient en aide à ses enfants et petits-enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que 28% des aînés aident leurs enfants adultes à payer leur loyer ou leur hypothèque, une augmentation par rapport à l'année dernière. Ça devrait inquiéter tout le monde, tout cela. Quand le Premier ministre double le déficit, combien les grands-parents vont-ils payer en plus pour loger leurs enfants et leurs petits-enfants? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la Journée nationale des aînés et je suis fière de souhaiter à tous les aînés une bonne journée en cette journée qui est la leur. Mais aussi, je ne suis pas encore vraiment un aîné, mais je suis assez âgée pour me souvenir lorsque les conservateurs ont voté contre l'augmentation de la sécurité de la vieillesse. Ils ont voté contre l'augmentation du supplément de revenu garanti. Ils ont voté contre toute l'aide que nous avons proposé d'adopter aux aînés pendant la pandémie. Ils disaient que c'était des dépenses inflationnistes. En cette journée nationale des aînés, on dirait qu'ils se réveillent et qu'ils voient enfin la lumière. Député de Mégantic-Lérable, Haute-Binière.
Monsieur le Président, quel est le cadeau de 10 ans de régime libéral pour les aînés? Un rapport accablant qui sort la Journée nationale des aînés qui soutient qu'un aîné sur 3 soutient financièrement ses enfants adultes ou ses petits-enfants. Ça, Monsieur le Président, 67 % doivent aider leur famille à couvrir les dépenses quotidiennes. C'est 12 % de plus que l'an dernier. Chaque dollar que dépense le premier ministre sort directement des poches des Canadiens à cause des taxes libérales plus élevées et de l'inflation. J'ai une question au premier ministre. Combien d'inflation de plus va-t-il imposer aux aînés avec son plan de doubler le déficit? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Bien entendu, la Journée nationale des aînés, on veut souhaiter une excellente journée à toute notre population pionnière ici au Canada. Et je veux assurer aux députés qu'on s'occupe des aînés, contrairement à lui-même. Il n'est peut-être pas assez vieux pour se rappeler, mais ils ont voté contre la bonification du supplément de revenu garanti. Ils ont voté contre la sécurité de la vieillesse et la bonification pour les gens au-dessus de 75 ans. Et ils ont voulu faire attendre les aînés jusqu'à 67 ans pour qualifier pour une retraite. C'est une honte. Et ça prend la Journée nationale des aînés pour le rappeler, Monsieur le Président. L'honorable député de Elgin Saint-Thomas, London Sud. Chaque dollar que ce premier ministre dépense vient de la poche des Canadiens à cause des impôts plus élevés de ses libéraux et à cause de l'inflation. Le premier ministre a dit qu'on devrait le juger en fonction des prix à l'épicerie. Eh bien, jugeons-le. L'inflation alimentaire a augmenté de 50%, 50% plus vite qu'aux États-Unis. Le recours aux banques alimentaires atteint des niveaux records et continue d'augmenter. À St. Thomas, il faudra nourrir 30 000 nouvelles bouches cette année. Le premier ministre a dit qu'il allait améliorer l'économie, mais pourquoi n'a-t-il pas dit aux Canadiens qu'avec lui, plus de Canadiens devront aller à la banque alimentaire? Une des meilleures façons de lutter contre l'inflation, c'est de créer de vrais débouchés pour les Canadiens. C'est ce que nous faisons exactement. Nous allons bâtir, nous bâtissons des logements, nous bâtissons des projets dans l'intérêt national, avec du bois canadien, avec de l'acier canadien, avec des travailleurs syndiqués canadiens. Nous sommes optimistes quant à notre avenir. Les conservateurs vont-ils se joindre à nous? Le député de Calgary, Crowfoot. Monsieur le Président, le Premier ministre a été pris en flagrant délit de plagiat. Cette fois-ci, il copie son protégé, Justin Trudeau. Trudeau avait promis que les dépenses déficitaires seraient un investissement. Et que s'est-il passé? Lorsque la dette a augmenté, les investissements se sont effondrés. Ensuite, il a promis qu'il allait refondrer l'économie grâce à des dépenses déficitaires. Une fois de plus, ça nous a valu la pire croissance et la pire inflation. Peu importe ce que les libéraux promettent. Une augmentation de la dette et des coûts, la baisse de la croissance. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Le ministre, écoutez, ce qui aide les Canadiens, c'est d'alléger les impôts, comme on l'a fait pour 22 millions de Canadiens plus tôt cette année. Nous prenons des mesures pour rendre la vie plus abordable. Nous ne servons pas que de beaux discours aux Canadiens, nous prenons des mesures concrètes. Les conservateurs se lèvent pour nous dire que nous imposons des taxes et des impôts sur les aliments, mais les Canadiens sont intelligents, ils peuvent voir sur leur facture qu'il n'y a pas de taxes sur les grains de café, sur la viande ou sur le yaourt. Donc, quand les conservateurs vont-ils se réveiller et appuyer nos mesures pour aider les Canadiens? Le député de Calgary, Crowfoot. Monsieur le Président, ce n'est pas une réponse, c'est une autre manœuvre trompeuse des libéraux. Le Premier ministre avait promis de plafonner les dépenses. Il n'a pas tenu cette promesse. Il va doubler le déficit de Justin Trudeau. Le Premier ministre avait promis que nous aurions la plus forte économie du G7. Promesse non tenue. Le Canada maintenant a la croissance économique la plus lente du G7. Ce gouvernement incompétent a présidé à 10 années de vandalisme budgétaire. Quand vont-ils enfin brider leurs dépenses déficitaires? Le secrétaire d'État, Monsieur le Président, le 28 avril, les Canadiens ont fait un choix clair entre un chef qui avait de l'expérience en matière d'affaires et en matière d'économie et un autre chef qui n'en avait pas. Nous avons allégé les impôts de 22 millions de Canadiens. Nous avons alléger les taxes pour les premiers acheteurs, les taux d'intérêt sont bas et nous allons bâtir des maisons comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous allons bâtir l'économie la plus robuste du G7. Je demande aux conservateurs d'arrêter leurs belles paroles et de nous appuyer. Le député de Cloverdale, Langley City.
Le directeur parlementaire du budget vient de tirer la sonnette d'alarme. Il a dit que les finances étaient très alarmantes, choquantes et ne pouvaient pas durer. Il a dit que si on ne changeait pas, quelque chose allait se casser. Nous sommes au bord du précipice. Nous mettons en péril l'avenir des générations des jeunes. Donc, les dépenses d'aujourd'hui sont puisées dans la poche des Canadiens et entraînent plus d'inflation. Le Premier ministre va-t-il nous faire tomber dans le déficit, dans le précipice, ou va-t-il arrêter ces dépenses? Le secrétaire parlementaire, je ne sais pas où sont les conservateurs depuis 4 mois, mais nous avons sillonné le pays, nous avons consulté, nous avons écouté les Canadiens. Le message était extrêmement clair. Ils voulaient qu'on dépense davantage sur les opérations gouvernementales, mais qu'on investisse davantage dans des projets édifiants. Ils voulaient qu'on construise ou qu'on mette sur pied l'économie la plus résiliente du G7. Je dis aux conservateurs d'arrêter de parler et de se joindre à nous pour appuyer les Canadiens. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a été pris encore une fois en flagrant délit de plagiat. Monsieur le Président, il copie Justin Trudeau. Non, Monsieur le Président, non. Les libéraux ont choisi le conseiller numéro 1 de Justin Trudeau. Vous savez quoi, Monsieur le Président? Il est pire que Justin Trudeau. Le directeur parlementaire du budget a été cinglant. C'est insoutenable. Les faits, la dette a explosé. Investissement du Canada en chute libre. Pire croissance du G7. Les résultats, coût de la vie qui augmente. On prend la même recette avec les mêmes ingrédients. Est-ce qu'on pense avoir un résultat différent? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, on voit clairement que le collègue a simplement décidé de traduire une question qui lui a été donnée par son chef. Maintenant, notre réponse est claire. Les intérêts, présentement, ont baissé. Nous avons fait en sorte aussi d'attirer davantage de capitaux étrangers. Nous le faisons via nos grands projets nationaux. Nous le faisons également via notre stratégie de la défense internationale. Et nous allons faire en sorte de créer plus d'emplois partout à travers le pays. Bravo, Mélanie. Honorable député d'Argenteuil, la Petite Nation. Monsieur le Président, aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des aînés, nous rendons hommage à la contribution inestimable des aînés qui ont façonné notre pays. Cependant, beaucoup d'entre eux se demandent s'ils pourront continuer à vieillir dans la dignité au sein de leur communauté. Est-ce que la secrétaire d'État peut-elle nous dire ce que fait le gouvernement pour garantir aux aînés le droit à un logement abordable? Bravo. L'honorable député de l'Emploi et de la Famille. J'aimerais remercier le député d'Argenteuil, la Petite Nation, pour cette excellente question. La Journée nationale des aînés est l'occasion de remercier nos aînés pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et pour notre pays. Ce gouvernement respecte les aînés qui souhaitent vivre dans la dignité, dans leur maison et leur communauté où ils se sentent bien. Nous avons construit plus de 50 000 logements réservés aux aînés et mis sur la table 1,5 milliard de dollars pour l'intermédiaire de fonds de protection de loyer pour fournir des appartements abordables aux aînés. Nous défendons... L'honorable député de Oshawa. Monsieur le Président, les libéraux et leur politique laxiste à l'égard des criminels ont laissé les crimes commis avec armes à feu augmenter de 130 %. Il y a des gangs, des récidivistes violents dans nos rues et pourtant, le ministre s'en prend aux chasseurs respectueux de la loi avec son programme de confiscation des armes à feu. Il a lui-même admis que ça n'allait pas fonctionner, son programme, mais il persiste et va de l'avant quand même. Ça n'assure pas la sécurité des Canadiens, il s'agit seulement d'un jeu purement politique, on le sait tous. Quand le Premier ministre va-t-il protéger les Canadiens et renvoyer son ministre incompétent? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je suis très heureux d'annoncer que le programme lancé ce matin à Cap-Breton en Nouvelle-Écosse est un projet pilote qui sera ensuite élargi ailleurs au Canada. Je suis aussi heureux d'annoncer que plusieurs personnes qui ont des armes à feu, qui respectent la loi, ont hâte de recevoir leur dédommagement. Les propriétaires d'armes à feu sont respectueux des lois et vont
pouvoir participer à ce programme qui sera appliqué ailleurs au Canada. Le député de Prince George, Peace River, Northern Rockies. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de la Sécurité publique, alors qu'il parlait à un de ses propriétaires, a dit, et je le cite, « Ne me demandez pas de vous expliquer la logique de cela. » Fin de citation. Donc, c'était... le propriétaire a tout à fait raison. Les Canadiens savent que ce n'est pas les chasseurs, tireurs sportifs et propriétaires respectueux de la loi qui sont le problème, mais ce gouvernement qui ne s'en prend pas aux vrais criminels, qui se servent d'armes à feu illégales, qui rentrent en contrebande. Le Premier ministre va-t-il renvoyer son ministre qui n'a pas respecté sa mission de protéger les Canadiens? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous luttons contre le crime, notamment les armes à nos frontières. Nous investissons dans nos frontières comme jamais, notamment pour embaucher de nouveaux agents de la GRC et de la SFC. Nous avons un nouveau projet de loi, le projet de loi C2, qui va nous aider à lutter contre les organisations criminelles et qui nous aidera à renforcer nos frontières. Il faut éliminer ces armes à feu de type d'assaut et armes à feu de... Il y a encore 19 000 modèles qui sont disponibles pour les chasseurs et tireurs sportifs et ils peuvent se servir de ces options-là qui sont légales. Le député de Provencher. Monsieur le Président, quand on parle trop, c'est pas bon. Le ministre de la Sécurité publique a fait preuve d'une incompétence flagrante. Il a admis que dépenser 750 millions de dollars dans ce programme de confiscation, ça n'allait pas fonctionner. Il a aussi perdu la trace, ce ministre, de plus de 600 criminels étrangers qui devaient être expulsés. Au lieu de protéger les Canadiens, le Premier ministre préfère protéger ce ministre de la Sécurité publique, mais le navire est en train de couler. Le Premier ministre va-t-il renvoyer son ministre de la Sécurité publique, oui ou non? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les tragédies commises avec des armes à feu sont exactement cela, des tragédies. Nous avons un autre exemple de cela aujourd'hui, malheureusement. Les Canadiens ont été clairs avec notre gouvernement et avec tous les parlementaires. Ils nous ont dit que le Canada devait se distinguer et se débarrasser de ces armes à feu de type d'assaut, les éradiquer de notre société. Notre parti a toujours appuyé des mesures en ce sens. Le parti d'en face, lui, a toujours été contre ce genre de mesures qui auraient permis d'atteindre cet objectif. Il faut qu'il prenne au sérieux la question des crimes commis avec des armes. Le député de Winnipeg Centre-Sud. Monsieur le Président, hier, j'étais à une cérémonie pour rendre hommage aux survivants et survivantes des pensionnats autochtones de ma circonscription. On a notamment dévoilé une plaque aujourd'hui à la mémoire de ces victimes. Les anciens nous rappellent que la vraie réconciliation n'est possible que lorsque les Autochtones ont une place à la table. Il ne peut pas y avoir de raccourci. Il faut honorer l'article 35 de la Charte. Le ministre peut-il nous dire ce qui est fait par notre gouvernement pour nous assurer que tout se fait avec la participation des Autochtones et des Premières Nations dès le tout premier jour? Je remercie notre collègue, le député Ben Carr. Je demande à la députée de reprendre sans citer le nom propre de son collègue. Monsieur le Président, aucun projet ne peut être mis en œuvre sans respecter l'article 35. Comme l'a dit le Premier ministre, une consultation et une collaboration significative sont au cœur de ce que nous prévoyons pour bâtir notre pays. Le Conseil consultatif autochtone rassemble depuis le tout premier jour des dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Grâce au financement des capacités et au doublement de la garantie de prêts autochtones, les peuples autochtones vont participer à l'élaboration et au partage de ces projets. À la suite de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous réaffirmons notre engagement en faveur de ce partenariat durable et respectueux. Le député de Kenora, Kiiwetinoong. Le nord de l'Ontario a été frappé par une nouvelle dévastatrice pour l'emploi cette année avec Cap Paper à Kapuskasing qui a annoncé l'intention de fermer son usine. La compagnie dit que c'est dû au manque de soutien fédéral
Même si un programme a été annoncé il y a plusieurs mois, ça ne sera pas disponible à temps pour sauver l'usine. C'est ridicule, c'est le comble de l'incompétence. Pourquoi les libéraux n'ont-ils pas tenu leur promesse? Pourquoi ont-ils abandonné le nord de l'Ontario? Honorable ministre de l'Industrie, Monsieur le Président, la fermeture de Cap Paper est un coup très dur pour les travailleurs, leurs familles et les communautés. Le gouvernement fédéral est à la table et prêt à aider. La province doit revenir à la table. Cela étant dit, avec le ministre de l'Emploi, je vais rencontrer la direction de Cap Paper cet après-midi pour trouver une solution. Honorable député de Winnipeg Centre, Monsieur le Président, le gouvernement libéral se range du côté des dirigeants de Poste Canada pour aider à privatiser le service postal. Qu'est-ce que ça signifie, Monsieur le Président? Eh bien, des réductions des services pour les aînés, pour les personnes atteintes de handicap ou pour les régions rurales. Et ça s'attaque aussi à des emplois syndiqués bien rémunérés. Eh bien, aujourd'hui, les travailleurs et travailleurs des postes ont dit ça suffit. Ils se sont rassemblés sur la colline pour dire au Premier ministre qu'ils ne voulaient plus de coupures chez Poste Canada. Pourquoi le ministre ne fait-il pas son travail? Pourquoi ne protège-t-il pas les services publics et pourquoi ne cesse-t-il pas de s'attaquer aux travailleurs et travailleuses? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Au contraire, Monsieur le Président, c'est parce que nous nous sommes rendus compte de ce côté-ci, nous sommes tout à fait conscients du fait que Poste Canada est essentiel au tissu social de notre pays. Nous voulons remettre la société sur la voie de la viabilité. Poste Canada est une institution qui vaut la peine d'être sauvée. C'est une institution qui perd 10 millions de dollars par jour. Il faut qu'elle soit modernisée. C'est pourquoi nous avons pris ces mesures. Nous voulons offrir des services partout au pays. Merci, Monsieur le Président. Cela met fin à la période des questions.